Maintenant, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ou à regarder Silicon Carnet, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore abonné à YouTube, courez-y. Laissez aussi un avis sur les plateformes de podcast. Venez liker ou commenter les vidéos. C'est super important. Ça nous aide avec l'algorithme et ça nous permet de monter dans les rankings et faire en sorte que cette émission soit encore plus regardée. D'ailleurs, dites à vos amis de venir. Ils sont les bienvenus. Je suis certain qu'ils vont apprécier la formule no bullshit et la sauce piquante de Silicon Carnet. Maintenant, un entretien avec Michel Lévy-Provençal au sujet de l'IA Act, cette loi sur l'intelligence artificielle votée à Bruxelles, et vous allez voir qu'on n'est pas super fan. Évidemment qu'il faut à un moment donné prendre en compte les risques de l'IA. Évidemment qu'il faut prendre en compte des usages éthiques. Évidemment qu'il faut faire attention à nos données personnelles. Évidemment. Mais mettre aujourd'hui autant d'énergie, autant de temps d'ailleurs, parce que je te rappelle que c'est un texte qui a commencé à être élaboré en 2021. Donc on est en 2024. Ça fait 2 ans qu'ils bossent dessus, les mecs, ça un peu plus de 2 ans. 2 ans même qu'ils bossent dessus. Si on avait mis le même temps, la même énergie, à essayer de trouver les moyens d'aider des startups européennes à créer des conglomérats, à se financer, à faire en sorte qu'on ait des vrais champions européens, eh bien je pense qu'on aurait été bien inspiré après de s'attarder à définir un AI Act qui définisse des usages éthiques. Mais là, on met clairement la charrue avant les bœufs. Et je m'interroge sur la raison pour laquelle on a fait ça d'abord. C'est vraiment dommage. J'ai quelques idées, mais je sais pas ce que tu en penses. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, ça fait écho à ce que même Macron dit. On l'a entendu Macron dire toute cette histoire de régulation, ça serait bien qu'on régule des trucs qu'on connaît, quoi, parce que on connaît pas grand chose finalement de cette intelligence artificielle. On fait pas grand chose nous-mêmes, mais par contre on est très très fort à réguler. J'étais surpris d'ailleurs de cette position de Macron, mais il a raison, il a absolument raison. Il a absolument raison. On part du principe qu'en fait on va réguler l'IA sur la base de technologies et d'applications qui sont en réalité pas européennes. Donc qui seront difficilement régulables à l'échelle globale, puisque c'est quand même une législation européenne. Donc, dans le pire des cas, ce qui risque de se passer, c'est l'interdiction pure et simple de certaines applications d'IA américaines, en l'occurrence. Comme ChatGPT, quoi. Ou Gemini qui arrive en ce moment. Voilà. Je pense que le pari de Thierry Breton, c'est de se dire, on a réussi à faire plier Apple sur l'USB-C, on va réussir à faire plier Microsoft, on va réussir à faire plier OpenAI. Sauf que, honnêtement, il ne s'agit pas d'un simple connecteur, il s'agit de la nouvelle révolution technologique. Potentiellement, on prend le risque de priver l'Europe de l'intelligence artificielle. On imagine que si on avait fait la même chose en 93 ou 94 avec Internet, le retard qu'on aurait pris aurait été colossal. Et oui, en 93-94, les technologies Internet, elles venaient aussi des États-Unis. Et oui, c'était une révolution qui était peut-être qui aurait mérité aussi une régulation. C'est exactement ça. Tu sais, il suffit de se mettre. Il s'avère que on développe dans ma boîte un certain nombre d'IA pour nos propres besoins, mais aussi pour essayer d'accompagner nos clients. Et à un moment donné, on a une plateforme qui nous permet de développer nos propres chatbots, nos propres experts virtuels. Et on s'est posé la question. Maintenant que l'AI Act va entrer en vigueur, qu'est-ce qu'on doit faire pour être conforme à l'AI Act? Et donc, là, c'est là que j'ai découvert ton post sur LinkedIn. Il y a 800 pages. Tu as fait une sorte de liste de tout ce que tu devais faire. Et c'est juste suicidaire, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est impossible. Alors, en réalité, ce qui va se passer, c'est que la première chose, c'est que, évidemment, les entrepreneurs vont pas lire les 800 pages de l'AI Act. De toutes les manières, c'est pas leur métier. Donc, ils vont faire appel à des avocats. Et donc c'est un coût supplémentaire et c'est une barrière à l'entrée supplémentaire pour pouvoir innover. Tu connais et on rappelle que ces startups de l'IA ont levé moins d'argent que les Américains, c'est-à-dire qu'on augmente le coût pour fabriquer de l'IA en Europe et on capitalise moins les startups en l'occurrence. Donc c'est vraiment c'est pas la bonne recette. En Europe, on a 10 voire 100 fois moins de fonds que des startups américaines. Premièrement, on a beaucoup plus de contraintes en termes de régulation, comme on vient le voir avec l'AI Act. Donc à chaque fois qu'on devra créer une boîte, il faudra faire appel à une conformité, à un avocat pour pouvoir vérifier et à se demander aussi si à chaque évolution, à chaque pivot,
nouveau, à chaque nouvelle fonctionnalité, on va pas s'interroger aussi. Il faut savoir que dans l'AI Act, par exemple, il y a un certain nombre de contraintes qui t'obligent à avoir une certaine transparence sur les données que tu utilises pour pouvoir entraîner tes modèles. Or ça expose par exemple de l'IP. Potentiellement. Qu'est-ce qui va arriver quand tu essaies de développer une application très verticale, par exemple, qui utilise des LLM, mais qui va s'appuyer sur des données qui font partie de ton IP pour pouvoir avoir de la valeur ajoutée et donc une barrière à l'entrée pour ton application. Et si tu dois absolument être transparent sur tes données, tu perds ta barrière à l'entrée. On a développé une IA qui nous permet, qui a interrogé, qui a même été fine-tuné sur les 800 pages de l'AI Act pour répondre en fait aux questions les plus courantes d'un entrepreneur de l'IA. Donc là, par exemple, j'ai posé une question au chatbot en lui disant, voilà, je suis une startup de l'IA, qu'est-ce que je dois faire pour être conforme à l'AI Act? Boum, 7 points. Donc il faut, comprendre la réglementation, c'est-à-dire comprendre les définitions, les interdictions, les restrictions, les obligations en matière de transparence. Je viens de citer les données. Ok. Deuxièmement, il faut que tu t'assures que tu n'es pas une start-up qui a trop de risques en matière de santé, en matière de sécurité, en matière de droits fondamentaux des personnes. Parce que, en fait, il y a des secteurs qui sont protégés, comme la santé, oui, alors, bien évidemment la sécurité. Je suis pas du tout un expert en droit, mais en revanche, je suis entrepreneur, je lis ça, je comprends qu'il y a ce que l'AI Act appelle des IA à haut risque. Ouais. Des applications à haut risque. Et donc, dans ces applications à haut risque, il faut respecter un certain nombre de principes éthiques, il faut réaliser une évaluation de la conformité aux différentes règles qui ont été édictées dans l'AI Act, et les secteurs, par exemple, de la santé. Le secteur de la santé est particulièrement exposé. Or, mais c'est pas que ça, Michel. C'est aussi le fait, quand ils disent à haut risque, c'est par exemple, si ton IA que tu es en train de fabriquer potentiellement détruit de l'emploi, c'est un problème. C'est un problème c'est un risque potentiel qui est marqué dans la loi, dans cette IA Act. Et là, potentiellement, on pourrait te dire, non, mais attendez, vous détruisez de l'emploi. C'est comme si on avait interdit le tracteur au moment de l'industrialisation de la révolution agricole, quoi. En fait, c'est à peu près la même chose. Non, mais alors, il y a des lois sur la discrimination, sur le copyright, sur tout un tas de trucs comme ça. C'est ça les risques, hein, ce qui est encore plus préoccupant, c'est que c'est une photographie instantanée d'un monde en 2023 ou en 2024. Or, cette technologie avance si vite que peut-être que dans 2 ans, certains usages qui n'ont pas du tout été pensés dans la loi vont passer au travers du tamis de cette loi, enfin de cet acte. Donc en réalité, il est presque nul et non avenu à partir du moment même où il a été voté. Cet AI Act. Plutôt que de faire ça, il aurait été beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ouais, c'est ça ma question. Je leur dis, qu'est-ce qu'il aurait mieux fallu faire? Toi, t'es un accélérationniste, donc bien évidemment, toi, t'as envie de laisser la technologie courir. Pas nécessairement. Et la réguler plus tard. Alors, voilà. Déjà, je suis pas un libertarien, un fou furieux qui considère que il faut laisser filer cette technologie, qui reste quand même une technologie qui peut être dangereuse. Soyons clairs, oui. pour la démocratie, elle peut être dangereuse en matière cyber, elle peut être dangereuse en matière de santé. Je te rappelle aujourd'hui qu'on est capable de générer, par exemple, des molécules grâce à des IA qui inventent par effet combinatoire toutes sortes de molécules, des médicaments, mais ça peut être aussi des poisons. Donc, il y a des vrais dangers. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il faut de la régulation. Mais, vu notre retard en Europe, vu le peu de fonds que nous avons, vu le peu de coopération qu'il y a aussi entre États européens sur ces sujets-là, il aurait été plus intéressant dans un tout premier temps de créer les conditions d'une coopération, d'un financement, bref, de la construction d'un écosystème de l'IA européen fort, capable de vraiment être en compétition avec d'une part les Américains et d'autre part les Chinois. Ça aurait été le premier acte, j'aurais dit, d'une gouvernance intelligente pour faire de l'Europe une puissance de l'IA. Et puis, c'est marrant parce que j'ai quitté l'Europe il y a 15 ans et j'ai l'impression il y a 15 ans, on demandait exactement la même chose sur d'autres sujets, notamment sur Internet, sur le SaaS, sur le cloud, sur tout un tas de trucs comme ça. Il y a 15 ans, on se posait encore la même question et 15 ans plus tard,
visiblement, on n'est toujours pas capable de le faire. Cette grande coalition européenne dont tu parles, qui est effectivement la seule façon de résister à la concurrence américaine ou chinoise. Et un entrepreneur français aujourd'hui, il regarde vers l'ouest pour avoir des fonds. Il regarde pas vers l'est. Il cherche pas des partenaires européens. Il cherche des partenaires américains. La pépite française de l'IA, Mistral, est en très grande partie financée par des Américains. Absolument. C'est ça la réalité. Donc c'est vraiment un énorme gâchis. Moi, je suis assez déçu de cet AI Act. J'espère que... parce que Macron a quand même dit il va falloir qu'on évalue les conséquences de cet AI Act et peut-être qu'on pourra le remettre en question. Quelques exceptions ont été faites, notamment l'open source a été sorti de l'AI Act. Il y a une sorte d'exemption pour les solutions open source, visiblement. C'est pas si clair que ça. Je ne sais pas si c'est clair que ça, parce que dans quelle mesure Mistral, qui par exemple a vocation à développer des modèles à très large échelle, qui vont être en compétition par exemple avec OpenAI, qui ont besoin énormément aussi de puissance de calcul. Tu sais qu'il y a un critère qui est dans l'AI Act qui fait que si tu dépasses une certaine puissance de calcul, tu rentres dans les applications critiques. Et donc Mistral rentrera dedans, même si... Mais ça c'est du Montebourg, tu te rappelles, innover mais pas trop... comment il avait dit, c'était quoi sa formule? C'était il faut innover mais pas trop fort, quoi, en fait. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire il voulait la création mais pas la destruction. L'aspect schumpeterien de la destruction créatrice, ok pour la création mais sans destruction. Non. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut accepter une part de destruction pour permettre de construire. Donc, non, on est au début de cette histoire. On n'est pas vraiment à la fin de cette histoire. On va voir comment dans les mois qui viennent, je pense que les autorités européennes et françaises en particulier, tu sais, les Allemands sont aussi en pointe sur l'IA open source, Aleph Alpha. Ils ont été plus malins que nous, Français, parce qu'ils ont réussi à avoir un consortium de grosses boîtes, notamment BASF, je crois qu'SAP fait partie aussi du consortium, pour créer un modèle allemand et en l'occurrence européen open source. Nous, pour l'instant, on s'est tourné plutôt vers les États-Unis pour financer Mistral, mais il aurait été vachement plus malin, tu vois, que de faire ça avec les Allemands. Mais oui, évidemment. Ouais. Surtout avec SAP qui a un vrai besoin d'exister sur ce sujet-là, concurrentiel, quoi, face à des Salesforce qui avancent très très vite dans ces domaines, etc. Qui est un prochain champion de l'IA, Salesforce. Ouais. Ça c'est évident, Et question, Michel, parce qu'il y a des gens qui sont pro IA Act, j'en ai trouvé quelques-uns, qui me disent mais en fait, regarde GDPR. Et en fait, cette loi européenne, elle s'est imposée comme une sorte de norme mondiale. Donc en gros, on avait besoin d'aller vite et de mettre en place un acte rapidement qui va emmerder les Américains qui vont être obligés de s'y conformer parce qu'on a 450 millions de consommateurs sur le marché américain et que tu dis les startups américaines risquent de ne plus proposer leurs services. Je suis pas certain. Je pense que c'est compliqué et qu'elles risquent surtout de payer les amendes et in fine de se conformer à la loi européenne qui risque de devenir la norme globale. Tu dis ça comment, toi ? Moi, je suis très critique sur la RGPD également. Je trouve que c'est beaucoup d'affichage. Ça sert à rien. Ça sert en réalité. Tout le monde qui accepte en permanence, ça nous fait juste perdre des clics et du temps. Quoi, en fait, oui, alors c'est un peu la critique caricaturale de dire la RGPD, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Ça nous a apporté quelques pop-up tous les jours qu'on apprend à cliquer plus rapidement. Mais en réalité, les Américains ont eu beaucoup plus d'avance que nous sur le traitement des data parce qu'ils avaient accès à plus de data que nous. Ils se conforment plus ou moins à la RGPD sur leurs produits en Europe. Mais au final, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce scandale la semaine dernière d'une fuite de données massive de données de santé des Français. Il y a près de la moitié des données de santé des Français qui ont fuité à cause d'une cyberattaque. Nos données personnelles ne sont pas plus protégées parce que la RGPD est là. À un moment donné, il faut regarder aussi la réalité en face. Alors, bien sûr que ça a limité des abus, bien sûr que ça a donné des bonnes pratiques
Tu vois, par exemple, on utilise tous du mailing, on utilise tous les données en tant que start-up de nos clients pour faire du marketing et donc on a acquis des pratiques un peu plus éthiques. Mais pour autant, ça aurait pu être réglé non pas par une loi, mais par des principes et des guidelines de bonnes pratiques qui peuvent d'ailleurs être reconnu par des labels. Moi, je crois beaucoup plus en des labels positifs, tu sais, ces normes positives qui font que, par exemple, notre boîte, elle est Bicorp, tu vois. On n'a pas attendu qu'il y ait une loi qui nous impose un certain nombre de critères pour aller chercher nous-mêmes un label. Hier, j'étais avec une start-up qui est à Y Combinator, une start-up française, enfin, dont les fondateurs sont français, tu vas voir, c'est assez intéressant, et qui fait de l'IA. Super intéressant le projet. Ils sont là à Y Combinator et donc ils ont vu l'IA Act tomber. Et je leur ai dit, bah, quand est-ce que vous arrivez, quand est-ce que vous vous installez aux US, quoi, quand est-ce que vous déplacez le siège social aux États-Unis? Et ils m'ont répondu, bah, c'est clair, on y pense, mais entre-temps, c'est déjà barré à Londres. Ouais. Non mais tu sais, il va y avoir un autre effet. Voilà, donc tu vois, c'est pas compliqué non plus, parce que pour les startups européennes, de déjà faire un pas vers l'ouest, parce qu'il y a Londres et l'Angleterre à côté, où il n'y a pas ces problématiques-là, et que c'est à 1 heure et quelques de Paris. Ouais. Donc on vient de rendre un énorme service à l'Angleterre sur ce sujet-là, qui effectivement était déjà un petit peu en retard sur le sujet de l'IA face à l'Allemagne et la France, et qui risque de rattraper son retard en récupérant pas mal de talents. Enfin, je pense. Tu sais qu'il y a, pour finir, hein, il y a un dernier point qui est problématique, c'est que l'aversion au risque des investisseurs, elle est forte. Bah, c'est leur métier, hein, c'est de mesurer le risque. Hein, donc, et donc, c'est un risque supplémentaire. Le risque, donc, à choisir entre une start-up européenne ou une start-up extra-européenne, bah, à équivalence de dossier, il n'y a pas photo. Hein. Donc non, c'est un vrai sujet. Alors j'ai conscience que c'est un discours très libéral, hein, mais en même temps, je ne pense pas qu'une révolution comme celle-là, qui n'est pas qu'une révolution technologique, qui est même pas qu'une révolution économique, qui est une révolution presque anthropologique, celle de l'IA, on puisse la régler par une simple loi.